Mes beaux-parents m'ont mise à la porte avec mes enfants. Ils nous ont qualifiés de fardeau, de charge. Mais ils ignoraient que je venais de gagner 200 millions de dollars à la loterie. Chers spectateurs, restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement, à aimer et à partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci. Maintenant, permettez-moi de partager mon histoire. Je m'appelle Émilie Harper. J'ai 34 ans et, il y a 3 mois, j'ai enterré mon mari, Thomas, après une longue bataille contre un cancer du pancréas. Nous étions mariés depuis 10 ans. Il était mon meilleur ami, mon partenaire, le père de nos 2 merveilleux enfants, Ava et Jacob. Il était tout pour moi. Le voir s'éteindre lentement dans cette chambre d'hôpital a brisé quelque chose en moi, quelque chose que je ne pensais pas pouvoir réparer un jour. Après ses funérailles, j'ai emménagé temporairement chez ses parents. Ce n'était pas idéal. Nous avions notre propre maison, mais c'était une location au nom de Thomas, et je ne pouvais pas payer le loyer seul. Les parents de Thomas, M et Madame Harper, m'ont proposé de rester chez eux le temps que je trouve une solution. Je pensais qu'ils faisaient preuve de gentillesse. J'avais tort. Au début, ils étaient polis, distants, mais polis. Leurs conversations étaient brèves, et ils évitaient souvent de me regarder dans les yeux. L'atmosphère dans la maison était toujours tendue, comme si j'avais interrompu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Un soir, je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. Je descendais l'escalier en silence, espérant prendre une tasse de thé pour apaiser ma migraine. Je me suis figée à mi-chemin quand j'ai entendu mon nom. « Elle est encore là », a dit Madame Harper avec un soupir. « Et avec ses enfants, elle est en deuil, Linda », a répondu Monsieur Harper. « Eh bien, nous aussi, nous sommes en deuil, et elle ne nous aide pas. Ce n'est pas une maison de charité, Martin. Nous en avons assez fait. » J'ai senti mes jambes trembler et je me suis appuyée contre le mur, priant pour avoir mal entendu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle devrait retourner chez les siens, a-t-elle continué. Pourquoi devrions-nous continuer à la nourrir, elle et ses enfants? Qu'est-ce qu'elle apporte, exactement? Apporter? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et je suis remontée avant de m'effondrer en larmes sur le carrelage de la cuisine. Le lendemain matin, ils ont demandé à me parler. Ava jouait dehors avec Jacob dans le jardin. Je me suis assise au bord du canapé en cuir, encore fragile après ce que j'avais entendu, mais j'ai gardé mon calme. « Émilie », a commencé Monsieur Harper, évitant mon regard. « Nous pensons qu'il est temps que tu fasses des projets. »« Des projets ?» ai-je demandé, feignant de ne pas comprendre. « Tu ne peux pas rester ici indéfiniment », a dit Madame Harper, les bras croisés. « Nous avons notre propre vie. Ça fait 3 semaines. Il faut que tu avances. » Je suis restée silencieuse un instant. La pièce tournait légèrement. « Je n'ai nulle part où aller », ai-je murmuré. Monsieur Harper s'est raclé la gorge. « Eh bien, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas continuer à porter ce fardeau. Il est temps que tu te débrouilles. » Fardeau. Il ne se donnait même plus la peine de le cacher. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de mariage encore accrochée près de la cheminée. Thomas dans son smoking gris. Moi dans ma robe ivoire. Tous les 2 souriants, comme si le monde nous appartenait. Et maintenant, j'étais assise dans ce même salon, où on me demandait de partir avec ses enfants. Nos enfants. Comme si nous étions des étrangers. Je comprends, ai-je dit doucement, en me levant du canapé. Ma dignité était tout ce qu'il me restait. Je serais partie d'ici demain. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Ava n'arrêtait pas de demander si nous allions revoir grand-maman et grand-papa. Je lui ai dit que non. Jacob, lui, ne comprenait rien. Il n'avait que 3 ans. Nous sommes partis le lendemain matin avec 2 valises et un sac à dos rempli de jouets. Je me tenais sur le trottoir, tenant la main d'Ava pendant que Jacob somnolait sur mon épaule. Le soleil brillait, mais je n'avais jamais eu aussi froid. Je n'avais pas de plan, pas de travail, pas d'économie, pas de maison. Je savais juste que je devais partir pour le bien de mes enfants. J'ai marché pendant presque 1 heure, tenant la petite main d'Ava pendant que Jacob dormait, la tête nichée dans mon cou. Mon dos me faisait mal, et les roues des valises grinçaient comme des ancres sur chaque fissure du trottoir. Chaque pas était plus lourd que le précédent.
Je ne portais pas seulement nos affaires. Je portais le poids de l'échec, du chagrin et de la peur. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter de marcher. J'ai dit à Ava que nous partions à l'aventure. Elle a souri, inconsciente. Elle ne savait pas quelle douleur sa mère avalait tout entière. En début d'après-midi, je suis arrivée au seul endroit auquel je pouvais penser, l'appartement de mon amie d'enfance, Rebecca, à North Park. Nous n'avions pas parlé depuis presque un an. Pas par animosité, simplement parce que la vie nous avait éloignés. Pourtant, j'ai frappé à sa porte comme une mendiante. Elle a ouvert, en leggings et t-shirt ample, ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vue, et sans un mot, elle m'a serré fort dans ses bras. « Mon Dieu, Émilie » a-t-elle murmuré. « Que s'est-il passé ?» Je me suis effondrée là, sur son porche. J'ai craqué, ai-je chuchoté. Elle nous a fait entrer. Son appartement était petit, juste à une pièce, mais elle a installé un matelas dans un coin de son salon pour moi et les enfants. « Restez aussi longtemps que vous en avez besoin », a-t-elle dit en me frottant le dos. « On va trouver une solution. » Je n'oublierai jamais cette gentillesse. La première nuit là-bas, Ava a mangé des céréales et Jacob du pain grillé avec du beurre de cacahuète. Je les ai regardés manger comme s'il s'agissait d'un festin. Puis je suis allée dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai pleuré en silence jusqu'à ce que ma poitrine me brûle. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher du travail, babysitting, ménage. J'ai même demandé dans un dîner local s'ils avaient besoin de plongeurs. La plupart des jours, je marchais avec Ava jusqu'à un parc à proximité tout en distribuant mon numéro sur des flyers manuscrits. Besoin d'aide pour le ménage ou l'organisation. Appelez Émilie. J'ai décroché un emploi à temps partiel pour faire le ménage chez un couple âgé qui me payait en liquide, sous la table. C'était un travail dur, mais je ne me plaignais pas. Le soir, je m'allongeais sur le matelas, regardant le ventilateur au plafond. Jacob dormait d'un côté de moi, Ava de l'autre. Parfois, je tendais la main dans l'obscurité pour m'assurer qu'ils étaient toujours là. Nous avions peut-être un vrai repas par jour, ce que Rebecca pouvait partager. Je mentais aux enfants en disant que j'avais déjà mangé, même si mon estomac se tordait de faim. 2 semaines ont passé. Puis 3. J'ai commencé à vendre des bouteilles d'eau et des chewing-gums au coin de la rue près de la gare le matin. Mon travail de ménage aidait, mais ce n'était pas assez pour un loyer ou une stabilité. Je m'efforçais juste de rester à flot. Une fois, un homme en costume m'a demandé pourquoi une jeune femme comme moi vendait de l'eau dans la rue. J'ai souri et dit « La vie va vite ». Certains jours, je me couchais avec 3 $ en poche. D'autres jours, je ne gagnais rien. Ava a commencé à demander pourquoi nous n'avions pas notre propre maison. Je lui disais que nous étions entre 2 endroits. Jacob était trop jeune pour comprendre, mais il s'accrochait à moi plus que d'habitude. La honte, la douleur constante de savoir que je ne pouvais pas offrir la vie qu'il méritait, me hantait. J'évitais les miroirs. J'évitais les vieux amis. J'évitais de penser à ce qu'était ma vie avant. Un après-midi, en rangeant mes affaires dans le salon de Rebecca, j'ai glissé la main dans une poche latérale de mon sac à main pour chercher un stylo. Mes doigts ont touché quelque chose de froissé et rugueux. Je l'ai sorti. C'était un billet de loterie plié. Je l'ai regardé longtemps. L'encre rouge et bleue était fanée, les numéros à peine lisibles. C'était le billet de Thomas. Je me souvenais de la nuit où il l'avait acheté. Nous étions à la pharmacie pour prendre ses médicaments, et il avait pointé du doigt la machine. « Essayons notre chance », avait-il plaisanté. « Qui sait, peut-être qu'on gagnera, et je vous emmènerai, toi et les enfants, à Fidji. » Il m'avait donné le billet ce soir-là et avait dit « Garde-le. Ça ne vaut probablement rien, mais au cas où. » Je l'avais fourré dans mon sac et oublié. Maintenant, je le tenais comme une relique. J'ai failli le jeter. Mais quelque chose en moi a murmuré « Vérifie. » Ce soir-là, après que les enfants se sont endormis, j'ai emprunté le téléphone de Rebecca et cherché la date du tirage. Mon cœur battait fort. J'ai entré les numéros un par un. Il y a eu une pause, puis tous les numéros correspondaient. J'ai actualisé la page, vérifié à nouveau, puis encore une fois. Mes mains tremblaient. Le jackpot, 200 millions de $. J'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous moi.
Je me suis assise sur le canapé en silence, fixant l'écran. Le monde autour de moi s'est effacé. J'ai baissé les yeux sur le papier froissé dans ma main et j'ai murmuré « Mon Dieu !» La femme qui n'avait pas de quoi acheter une miche de pain venait de devenir millionnaire. La veuve qu'ils avaient chassée était désormais l'une des femmes les plus riches du pays. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai dû vérifier les numéros du billet une centaine de fois avant le lever du soleil. Mes doigts tremblaient encore alors que les enfants s'agitaient près de moi. Je ne leur ai rien dit, pas encore. J'avais besoin de réfléchir. À 9 heures du matin, j'ai appelé le bureau de la loterie de l'État avec le téléphone de Rebecca. Ma voix tenait à peine. L'homme au bout du fil a confirmé que le billet était légitime et m'a félicité d'une voix trop désinvolte pour la nouvelle qu'il annonçait. « Madame, a-t-il dit, nous programmerons une vérification en personne. Une fois confirmée, nous vous guiderons à travers les étapes juridiques et financières pour réclamer votre prix. » Il l'a dit comme si j'avais gagné un grille-pain. Rebecca est entrée dans la pièce avec un café et m'a trouvée assise, figée, sur le bord du canapé, le billet toujours en main. « Émilie, ça va ?» J'ai tourné la tête vers elle lentement et murmuré « Je viens de gagner 200 millions de dollars. » Sa tasse a failli lui glisser des mains. « Attends, quoi ?» « Je ne plaisante pas, » ai-je dit, les larmes aux yeux. C'était le billet de Thomas. Je l'ai trouvé dans mon sac hier soir. J'ai vérifié les numéros. Rebecca, c'est réel. Nous nous sommes regardés longtemps avant qu'elle ne crie et me serre si fort que j'ai à peine pu respirer. Tu ne plaisantes pas. 200 millions. 200 millions. J'ai murmuré à nouveau, comme si le dire le rendrait réel. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai rencontré le bureau de la loterie. J'ai engagé un avocat, un conseiller financier, et créé un compte fiduciaire privé sur leurs recommandations pour réclamer les gains anonymement. Tout a été géré discrètement. Je ne voulais pas que mon nom apparaisse dans les journaux ni que mon visage soit affiché partout. L'argent est arrivé par vagues, propre, légal et bouleversant. La première chose que j'ai faite a été de quitter l'appartement de Rebecca. Je n'en ai pas fait tout un spectacle. Je lui ai dit que je voulais emmener les enfants en vacances tranquilles pour réfléchir et repartir de zéro. Elle m'a souri, complice, et m'a serré fort. « Tu mérites tout le bonheur, Émilie. Promets-moi juste une chose. Ne te perds pas là-dedans. » « Je ne me perdrai pas, » ai-je dit, et je le pensais. J'ai loué un magnifique condo de 2 chambres près de la côte. L'océan était à quelques pas de la véranda. J'ai regardé Ava et Jacob courir sur le sable le premier matin. Leur rire se mêlait au bruit des vagues. Je ne les avais pas vus aussi heureux depuis des mois. Je leur ai acheté de nouveaux vêtements, une poussette neuve pour Jacob, un vrai lit pour Ava. Et j'ai rempli le frigo avec tout à quoi je disais non avant. Fraises, yaourts, ces encas bio hors de prix. J'ai pleuré la première fois que j'ai passé la carte bancaire sans vérifier le solde. Mais je n'ai pas seulement dépensé. J'ai planifié. Avec l'aide de mon équipe juridique, j'ai créé un fonds fiduciaire pour chaque enfant, garantissant leur éducation et leur avenir. J'ai fait don de 500 000 $ à un refuge pour femmes dans la ville, qui aide les mères célibataires à trouver un logement et du travail. Je me souvenais de ce que ça faisait de supplier avec les yeux pour dormir sur le sol de quelqu'un d'autre, de nourrir mes enfants avec des miettes. Nous resterons là où nous nous sentons en sécurité, aimés et heureux. Elle a souri, somnolente. Alors, je veux rester ici pour toujours. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes emails et trouvé une lettre d'une jeune femme de l'Idaho. Elle avait entendu parler de Opaos par une amie et voulait savoir comment elle pouvait aider. J'ai lu son message 3 fois. Je lui ai répondu, parlons. Le monde a besoin de plus de gentillesse. Plus tard ce jour-là, je me suis rendue au bureau en centre-ville où nous venions de signer un bail pour une 2e antenne de Opaos. Ça sentait encore la peinture et le plâtre. J'ai parcouru l'espace vide, imaginant l'avenir, des femmes et des enfants riant dans la salle commune, quelqu'un apprenant à taper à la machine dans le centre de formation, des bénévoles distribuant des provisions. Je me suis tenue au centre de la pièce et j'ai murmuré « Merci, Thomas ». Sans lui, je n'aurais jamais eu ce billet. Sans sa foi, je n'aurais peut-être pas eu le courage de continuer. Et sans la douleur, je ne serais jamais devenue cette femme. Je leur ai dit quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Vous m'avez jeté dehors quand je n'étais rien.
vous ne vous approcherez pas maintenant que je suis quelque chose. Et j'ai marché la tête haute. C'est étrange comme le chagrin et la gratitude peuvent cohabiter dans le même cœur. Même maintenant, avec tout ce changement, ce confort, cette stabilité, Thomas me manque encore. Il y a des matins où je tends la main vers lui dans le lit par habitude, seulement pour me souvenir. Et des soirs où j'entends une blague à la télévision et pense qu'il aurait ri à ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé que, bien que j'ai perdu mon mari, je n'ai pas tout perdu. En fait, à travers les cendres de cette perte, j'ai trouvé une version de moi-même que je ne connaissais pas. Je ne suis plus la veuve effrayée debout au coin d'une rue avec 2 enfants affamés et aucun plan. Je ne suis plus la femme qui attend la permission de rester chez quelqu'un d'autre. Je ne suis plus en train de supplier pour être vue, pour être valorisée. Je suis la femme qui a recommencé de zéro. La femme qui a construit une nouvelle vie avec de la foi, un courage discret et un peu de chance inattendue. Opaos s'est maintenant étendu à 3 villes. Nous avons des programmes qui forment les femmes à la comptabilité, à la coiffure, aux soins à domicile, et même au marketing numérique. J'ai vu des femmes arriver brisées et repartir avec assurance, portant leurs enfants et la tête haute. L'une d'elles, Laura, me rappelle beaucoup moi-même. Son mari est mort dans un accident de voiture, et ses beaux-parents lui ont pris son bébé. Elle s'est battue bec et ongles pour le récupérer. Aujourd'hui, elle dirige notre antenne du Nord. Je ne passe pas mes journées dans un bureau. Je vais dans les refuges. Je fais des chambres quand nous manquons de main. J'assiste à des séances de thérapie avec les femmes qui ne veulent pas être seules. Ma richesse n'est pas mon identité. C'est mon outil. Ava a 8 ans maintenant. Elle dessine des images de moi avec une cape et m'appelle une super-héroïne. Jacob a 5 ans et veut devenir chef. Il insiste pour faire des œufs brouillés tous les samedis, même si la moitié finit sur le plan de travail. Il ne parle pas beaucoup du passé, et je ne les force pas. Mais un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis notre terrasse face à la plage, Ava m'a demandé « Maman, si nous n'avions pas gagné cet argent, que nous serait-il arrivé ?» Je l'ai regardé, ses jambes se balançant sur la chaise, ses boucles blondes captant la lumière. « Je ne sais pas, ai-je répondu. Mais je sais que nous aurions continué, parce que nous sommes plus forts que nous le pensons. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait, même un peu. Je suis contente qu'on ait continué. Moi aussi, ai-je dit en embrassant son front. Certains mesurent le succès par les comptes en banque et les affaires. Je mesure le mien par les repas chauds, les nuits paisibles, et le fait de regarder mes enfants dormir sans inquiétude. Il y a eu des jours où je pensais que j'allais me briser. Des jours où je priais pour avoir de la force en lavant la vaisselle chez un étranger ou en vendant des bouteilles d'eau dans le froid. Mais ces jours ne m'ont pas détruite, ils m'ont façonnée. Si vous lisez ou écoutez ceci et que la vie vous a mis à terre, écoutez-moi. Vous n'êtes pas fini. Vous n'avez pas besoin de gagner à la loterie pour changer votre histoire. Vous avez besoin de croire. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin d'un essai de plus. J'ai été chassée, méprisée, rejetée. Ils pensaient que j'étais rien, mais Dieu a eu le dernier mot. Ils m'ont jeté dehors en pensant que je n'étais rien. Mais Dieu a prouvé que j'étais plus. La vie m'a testé de manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai été rejetée par ceux que je considérais comme ma famille. J'ai touché le fond avec 2 enfants qui comptaient sur moi. Mais à travers tout cela, j'ai appris quelque chose de précieux. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vous relever. Vous n'avez pas besoin de richesse pour recommencer. Vous avez juste besoin de foi, de force, et de la volonté de continuer, peu importe la lenteur. Et souvenez-vous, parfois, la vie retarde votre percée juste pour que vous l'appréciez davantage quand elle arrive. Alors, ne baissez pas les bras. Même si le monde vous tourne le dos, Dieu, lui, ne l'a pas fait. Avez-vous déjà été rejeté, méprisé, ou fait sentir comme un fardeau, pour que la vie vous surprenne plus tard? Partagez vos pensées dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire inspirante. À la prochaine fois, restez fort, restez gentil, et croyez que votre propre percée pourrait n'être qu'à un pas. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.